Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près de 60 minutes, nous allons passer l'actualité de la semaine écoulée au travers des yeux très durs de nos experts et aussi avec deux invités politiques qui sont du même parti, pour une fois. Alors au menu, aujourd'hui, des anglicismes, des boosters, des Fix My Street, des newcomers, des rookies et des tax shifts sans shift, mais avec des taxes. Alors, on présente nos experts tout d'abord. Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Yvan Vandenberg, du blog Bruxelles Futur. Bonjour. Bonjour. Les mesures sanitaires nous promettent donc un réveillon difficile et des fêtes partiellement confinées. Alors, qu'Omicron arrive, que les troisièmes doses s'injectent et que le vaccin pour les moins de 12 ans est autorisé, les restaurateurs, eux, font grise mine. Reportage Vanessa Lullier et Paolo Kuhn. Fermé pour vacances annuelles de 3 semaines, de mémoire de restaurateurs, personne n'avait jamais vu ça. Mais depuis les dernières décisions du comité de concertation du 3 décembre, certains établissements disent ne pas avoir le choix. Nous avons décidé de fermer le 18 décembre parce que les écoles ferment plus tôt. Il y a un Codeco le 22 et puis il y a une grosse incertitude financière par rapport au paiement de primes de fin d'année. Donc maintenant on est à compter chaque centime et je ne prends plus de risques. Donc je préfère des situations claires plutôt que de devoir fermer éventuellement dans les 24 heures suite à un Codeco grave. Pour cet établissement du quartier européen, entre le télétravail et la fermeture à 23 heures, le chiffre d'affaires a diminué de 40%. La fermeture à 23 heures, c'est terrible parce que les clients arrêtent de consommer autour de 22 heures. Tout le monde regarde sa montre à partir de 22 heures. Voilà, ça se passe bien jusqu'à 21h30. Et puis après ça, il y a un espèce de coup d'arrêt. À Watermal-Boisfort, le patron du lodge a décidé de fermer pour Noël. Mais pour la Saint-Sylvestre, aucune décision n'est prise. Tout dépendra du Codeco de mercredi prochain. Mais l'espoir est mince. On ne s'attend pas à ce qu'on puisse, pour un réveillon comme le Nouvel An, fermer après minuit, puisque les gens en fait attendent ça, les 12 coups de minuit. Et donc on va voir, on va s'adapter en fonction d'eux. Il est possible qu'on dise aux gens aussi de venir, venez le midi et on va un peu faire un pré-réveillon. Et puis le soir, on ferme, quoi. Ici aussi, les assiettes resteront vides début janvier. La rentabilité est tout juste atteinte. Pour les restaurateurs, on est loin de l'esprit des fêtes de fin d'année. Alors, Vanessa Lullier, à propos de ces restaurateurs, c'est vous qui avez fait ce reportage, justement. Alors, est-ce que vous sentez cette difficulté face au réveillon ? Mais en fait, tous nous ont dit qu'ils attendaient avec impatience le Codeco de mercredi, du 22 décembre, tout en nous disant aussi que c'était tard, en fait, parce que avoir simplement 3 jours pour pouvoir s'organiser, c'est toujours dans la précipitation. Il faut quand même faire des commandes, voir aussi pour les produits. C'est jeter beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est assez compliqué pour eux. Et je pense qu'ils en ont vraiment assez de ces mesures. Ils aimeraient bien aussi pouvoir travailler un peu plus normalement. Et c'est ce qu'ils disaient, voilà, finalement, qu'on reste, une fois qu'on est là, qu'on parte à 23h ou qu'on parte à 1h du matin, on est quand même là. Donc ça ne va pas changer grand-chose selon eux par rapport à... Mais tout le monde en a un peu marre pour l'instant. De toute façon, oui. Alors, Yvan Vandenberg, oui, vous voyez une différence entre Noël et le Nouvel An ? Oui, moi je dirais Noël, en gros, ça se passe plutôt en famille, traditionnellement. Par contre, pour le 31 janvier, là, il me semble que vraiment... 31 décembre, vous toutes les activités de... Pardon ? 31 décembre, bien sûr. Oh, pardon. Le 31 décembre. Là, il me semble que les lieux, y compris les lieux de la nuit, auraient pu être ouverts parce qu'il y a un contrôle qui est possible. À partir du moment où, le 31, on ne peut pas fêter ça de manière publique, ce sera nécessairement dans des appartements, ce sera chez des gens. Et là, le contrôle sera absolument impossible. Donc, on prend plus de risques, à mon avis, qu'en laissant ces lieux ouverts parce que là, il y a un contrôle à l'entrée. Enfin, voilà. Donc, je crois que c'est une erreur pour le 31 décembre. Alors, on verra ce qui sera décidé évidemment mercredi en Codeco, mais on ne s'attend pas à un allègement des mesures, certainement pas. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Ce sont deux futurs bourgmestres, premier échevin actuellement, échevin en tout cas tous les deux actuellement, tous les deux CDH, succédant à un bourgmestre âgé, tous les deux du Nord-Ouest. L'une a fait Sciences Po, l'autre a fait l'école hôtelière, l'une est romancière et tenniswoman, l'autre est plutôt secret sur ses hobbies. On en saura davantage qu'ils entrent.
Bienvenue donc à Claire Van de Vivereux, future bourgmestre de Jette, CDH, et chefine de la population et de l'environnement, entre autres. Et à ses côtés... Oui, bonjour. Et à vos côtés, Jean-Paul Van Latem, futur bourgmestre de Gansoren, CDH aussi, et chefin de la population et du troisième âge, entre autres. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous demander à tous les deux d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures sanitaires et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour Noël et Nouvel An? Est-ce qu'on va faire des contrôles? Est-ce que dans les communes, est-ce qu'on se prépare à des choses? Est-ce que vous avez interdit des feux d'artifice? Où en est-on à Jette, Claire Van de Vivereux? Pour le bien-être animal, effectivement, les feux d'artifice ne sont pas recommandés. Plus sérieusement, on a tous envie de faire la fête. On a tous envie de se lâcher. Et quelle est la situation aujourd'hui? Le baromètre, notre baromètre par rapport aux différentes mesures, ce sont les soins intensifs, l'occupation des lits dans les soins intensifs, principalement, majoritairement par des non-vaccinés. Et les dégâts collatéraux, on l'a vu ici, le secteur de l'ORECA qui est en difficulté, les élèves sont en difficulté, le monde médical est épuisé, on doit reporter des opérations, des consultations, et tous, nous avons nos libertés qui sont restreintes. Donc il faut vraiment maintenant agir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la bonne question. Oui, c'est ma question. C'est la question. À Jette, dès le début, on a demandé d'avoir une antenne de vaccination dans le nord-ouest. On ne l'a pas eu. Ça a été OSL. Nous sommes mobilisés pour pouvoir permettre aux personnes âgées principalement d'y aller avec des bénévoles. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation? Nous avons, à Jette, une antenne. Nous faisons notre maximum. La situation, c'est qu'à Bruxelles, nous sommes encore à 58%, on atteint à peine les 60%, contrairement aux autres régions. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, et pas vous dites que le niveau communal. c'est ça que vous dites? Alors, je dis deux choses. Je dis qu'au niveau régional, vu qu'il y a encore un taux trop faible de vaccination, il faut vraiment investir dans la communication pour essayer d'inciter les gens à se vacciner au maximum. Et au niveau fédéral, j'en appelle, et je ne suis pas la seule, à un véritable débat, effectivement, sur la question de l'obligation ou non de vaccination. Il faut vraiment qu'on avance. On a été en 2021 au réveillon en espérant que 2021 soit enfin l'année d'oxygène, de retour aux libertés. Il faut que 2022 soit vraiment l'année où on peut retrouver nos libertés. Vous allez faire des réveillons de votre côté, avec un grand nombre de personnes? Ah non, on va respecter les règles, absolument, évidemment. Ça, c'est indispensable. Il faut en appeler aussi à la responsabilité de chacun. Mais il y a aussi les autorités politiques qui doivent prendre les responsabilités. Jean-Paul Van Latem, même question. Qu'est-ce qui va se passer à Gansoren? Est-ce qu'on va prendre des dispositions particulières? Je pense que la population, dans son ensemble, les gens sont perdus. On vient d'assister à 5 Codeco en 2 mois de temps, avec des messages divergents, une communication, des dates qui ont sans cesse bougé. Et donc, les gens sont perdus. C'est un premier élément. 2, ça donne vraiment l'impression, une fois de plus, de nouveau courir derrière le virus. Et donc, on peut quand même se poser des questions, de se dire pourquoi, fin des vacances, on n'a pas anticipé un certain nombre de choses qui nous auraient peut-être permis, aujourd'hui, effectivement, d'aborder les fêtes de façon plus sereine. On va dans ma commune également prochainement être une commune pilote avec 3 conteneurs en permanence. Les bourgmestres du Nord-Ouest avaient demandé 3 une conteneurs, antenne. vous voulez dire des endroits de vaccination? Oui, donc en lieu et place des vaccibus. Oui. Et donc effectivement, mais cette communication à répétition de multitude de Codeco est un message extrêmement négatif. Et moi je souhaite très sincèrement que le 22, il y ait un message d'apaisement du Codeco, avec des pistes de solutions faciles, compréhensibles par tous, qui fera qu'on pourra de nouveau demander aux gens d'adhérer, parce qu'en fait, à un moment donné, il n'y a plus d'adhésion. Il n'y a plus d'adhésion parce que c'est long, ça va faire 2 ans, des messages qui sont contradictoires. Vous prenez une mesure, la semaine d'après, quelque part, on efface ce qui a été dit. Il faut comprendre que la population est perdue. Et donc, on se doit, les gouvernements qui sont en charge, doivent pouvoir, à un moment donné, le 22, avoir un message qui est apaisant, et qui aussi tient compte des problèmes de soins de santé. On a un soin de santé qui sont vraiment au bord du précipice, sous pression. Un secteur Horeca, et il faut le comprendre, nous sommes le 17
à quelques jours de la fin d'année, vous devez effectivement prévoir votre planning, vos fournisseurs, trouver du personnel, parce que cette crise a fait qu'à un moment donné, toute une série d'intervenants dans ce secteur se sont orientés. Vous connaissez bien l'Horeca, et ont quitté l'Horeca. Vous venez d'une famille de restaurateurs. Et donc, trouver du personnel compétent... ce ne sera pas simple parce que beaucoup ont abandonné pour se réorienter. Et donc, on souhaite vraiment que le 22, ce soit un message de ce Codeco, un message d'apaisement avec de véritables pistes de solutions. Mais je voudrais quand même que tous les deux vous répondiez à ma question simple. Est-ce qu'on va faire des contrôles dans les communes, chez les gens, pour savoir s'ils sont trop nombreux, s'il y a de l'aération, s'il y a des masques, s'il y a des autotests? Claire Van de Vivere d'abord. Réponse simple, oui ou non? Réponse simple, on va pas commencer à frapper aux portes des maisons pour vérifier si à l'intérieur ils sont 6, 10 ou 20. Et vous en appelez à la responsabilité de chacun? Oui, du secteur Horeca aussi, mais comme l'a dit Jean-Paul, on comprend parfaitement les problèmes de l'Horeca et leurs cris et leur appel, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail convenablement dans le respect des règles sanitaires. Et vous, Jean-Paul Van Latem, sur le contrôle? C'est évidemment la responsabilité individuelle. Je ne vois pas comment concrètement dans la pratique on pourrait le faire, d'autant que, est-ce que vous connaissez les règles? Est-ce que les règles sont claires? Vous demandez demain, tout à l'heure à 5 personnes dans la rue de nous expliquer les règles, vous aurez des réponses qui seront tout à fait surprenantes. Alors, je vous propose de passer à notre autre sujet, qui est un peu le sujet de la semaine, en tout cas pour vous deux, et pour d'autres. Ce sont tous ces nouveaux visages qui, en 2022, vont diriger des communes bruxelloises. Il y a 4 nouveaux visages, 2 hommes, 2 femmes, pour remplacer 4 hommes qu'on dit d'expérience. La semaine dernière, c'était Jean Spinette qui était désigné pour remplacer Charles Piquet à Saint-Gilles. Nos 2 invités vont prendre la place de leurs bourgmestres respectifs également durant l'année 2022. Et cette semaine, c'est à Oudergem que Sophie De Vos a été choisie pour remplacer Didier Gauzoin. Et alors, je vous propose de regarder ensemble le portrait qu'on a fait de Sophie De Vos. Jean-Christophe Pozès et Marjorie Fellinger sont allés là à sa rencontre. Et juste après, on parlera de ce fameux passage de témoin. Ah bah, décidément, aujourd'hui, ça n'arrête pas. On dirait que c'est mon anniversaire. Des messages par dizaines pour la féliciter. Sophie De Vos, 49 ans, ancienne chef d'entreprise, conseillère communale en 2006 et échevine depuis 9 ans, et que rien ne prédestinait à occuper le majorat. Jamais j'aurais imaginé, il y a 15 ans, que je serais dans cette situation aujourd'hui. Au début, j'étais vraiment, et je suis toujours d'ailleurs, en fait, une citoyenne engagée. J'avais envie de m'investir pour ma commune, pour ses habitants, et jamais j'aurais imaginé ça. Oui. Peut t'embêter 5 minutes? Bien, elle succédera à Didier Gauzoin, qui va rendre son écharpe après 27 ans, convaincu qu'elle sera entre de bonnes mains. C'est quelqu'un qui a le sens pragmatique des choses. C'est pas un idéologue. Je pense que dans la gestion d'une commune, on n'a pas besoin d'idéologie. On a besoin des gens qui ont les pieds sur terre, parce que c'est la confrontation avec une multiplicité de petites demandes ou de grandes demandes. Ça, c'est ce que tu vas devoir gérer. Mais difficile de prendre la succession de celui qui incarne Oudergem depuis si longtemps, même si elle l'a déjà souvent remplacé lorsqu'il était ministre. J'ai une chance, c'est d'être une femme. Donc déjà, ça ne va pas trop porter à comparaison. Je ne suis pas de la même génération non plus, donc de nouveau, deuxième atout. Dans les 2 cas, ce n'est pas de ma faute, mais je crois que grâce à ces deux éléments, les gens ne feront pas trop la comparaison. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le style sera différent. Comment ça va se marquer? Je pense par de nouveaux projets, beaucoup de contacts avec les citoyens. Attention, il y a un Père Noël. Et coucou. Comment allez-vous bien? Avec la simplicité comme maître mot. On peut lui envoyer un petit SMS, on peut lui passer un petit coup de fil, c'est pas formel quoi. Moi je l'appelle Sophie, je la tutoie, c'est très agréable. Elle prêtera serment en janvier et pour la première fois, c'est une photo de femme qu'il faudra ajouter à la galerie des portraits des bourgmestres. Alors Claire Van de Vivere, vous avez vécu un peu la même chose, aussi remplacer un homme qui incarne la commune depuis pas mal de temps. Vous vous reconnaissez un peu aussi dans ce portrait de Sophie De Vos? Oui, un petit peu. Je voudrais d'abord commencer par rendre hommage au bilan. Le bilan, effectivement, de plus de 20 ans, en tout cas de majorat, dans le chef d'Hervé Doyen. C'est un bilan très positif où Jette, un peu de chauvinisme, ne fait pas tort, devient de place to be. Elle est rénovée, elle est très animée, elle garde son caractère vert, son caractère familial, elle s'est rajeunie. C'est plus difficile pour vous, alors, s'il a si bien fait le boulot? Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et bien sûr, il y aura certes un style différent, mais il y aura aussi bien entendu une continuité avec des accents
Ce qui m'importe énormément, j'aurais 2 fils rouges, c'est la qualité du cadre de vie. Et ça s'inscrit dans les projets qui sont en cours au niveau des infrastructures. On aura des gros chantiers aussi qui vont venir. Il y aura la transition durable. Et aussi un point important, ma petite touche que je trouve essentielle, je dis toujours qu'on mesure la valeur d'une société à l'importance qu'elle consacre aux plus faibles et à la différence. Et donc, pour moi, c'est très, très important d'investir, de continuer à fort investir dans l'émancipation, dans l'épanouissement et dans la cohésion sociale. Là, vous me faites un peu votre programme. Ma question, ce n'était pas tellement ça. C'est finalement, vous êtes un peu comme Sophie De Vos avec Didier Gauzoin, vous êtes un peu la dauphine des Iliers. C'est vous qui allez mener la commune. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que Hervé Doyen sera toujours dans votre dos à vous dire ce que vous devez faire? Alors, il a dit et répété qu'il ne serait pas la belle-mère. Oui. Voilà, mais il va rester conseiller communal, président aussi de Logega, qui est notre société de logement social. Et donc, je trouve ça bien que, voilà, celui qui a marqué de son empreinte pendant plus de 20 ans, tout d'un coup, ne dise pas bye-bye, maintenant, tirez votre plan. Il sera toujours là, de conseil, un peu un sage. Il a toute l'expérience et toute l'expertise. Et donc, il fera partie pleinement de l'équipe. Mais il ne sera pas la belle-mère. Oui, et il ne sera pas échevin, et il ne sera plus bourgmestre. Voilà. Alors, on en vient à vous, Jean-Paul Malaté, parce que vous, le cas est différent. Parce que bourgmestre, c'est un job que vous connaissez, puisque vous avez déjà été bourgmestre, même si vous n'avez pas été bourgmestre en titre. Vous avez déjà eu l'occasion plusieurs fois d'être bourgmestre. Rappelez-nous un petit peu Écoutez, Gansoren, depuis une vingtaine d'années, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Non, c'est la commune qu'on aime chez les journalistes, parce que c'est la commune, normalement, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf les bagarres politiques. Mais justement, je veux vous dire que par l'installation, la nomination de Pierre Compagnie, il aura et il a déclenché une stabilité. Une stabilité qui est chère aux habitants. C'est très désagréable pour un habitant de sa commune qui est pointé du doigt dans ta commune, c'est instable, etc. Et donc Pierre Compagnie a installé cette stabilité. Il a aussi démontré que tout était possible. Et moi, je suis fier de faire partie d'une formation et d'une équipe communale qui a pu contribuer à cette installation, avec un parcours de vie quand même tout à fait exceptionnel. Et donc, il y a un certain nombre de grands dossiers qui sont enclenchés, que je poursuivrai. On a évidemment des personnalités totalement différentes, mais Pierre restera également membre du conseil communal. Il est parlementaire par ailleurs. Est-ce qu'il a dit à quel moment il partait? Parce que je n'ai pas vu, moi. Ça se fera dans le trimestre, en bonne intelligence, avec le collège. Et donc, je suis... voilà, on est... Dans le trimestre, vous voulez dire? Dans le trimestre. Dans le premier trimestre de 2022. Oui, voilà. Donc, on n'est pas... Moi, je suis pas... Mais il n'a pas encore dit officiellement... Il a dit officiellement qu'il resterait conseiller communal. Voilà. Mon acte de présentation a été signé par l'ensemble des membres de la majorité, que je remercie d'ailleurs. Vous êtes désigné aussi, c'est ça qui est important. Ouais, je suis désigné et donc nous avons toute une série de projets structurels qui sont des projets d'envergure. Gansour n'a pas eu de grands projets ces dernières années. Et ici, nous avons quand même 3-4 grands projets qui vont nous mener bien au-delà de 2025. Et donc, c'est aussi une volonté manifeste d'une ambition pour Gansour. Alors, Vanessa Lullier, ça va quand même changer pas mal de choses en 2022. 4 nouveaux bourgmestres parmi les 19, c'est pas mal comme renouvellement. Ah, oui, c'est sûr que ça va faire beaucoup de changements. Mais moi, j'avais une petite question pour Madame Van de Viveros. C'était de savoir aussi, deux choses. Déjà, d'avoir que 2 ans pour vraiment prendre la place, pour être après tête de liste. Ces changements, ça peut être aussi l'occasion souvent pour d'autres partis, du coup, d'avoir leur chance sur le majorat. Est-ce que ça vous stresse, ça vous met une pression supplémentaire? Et puis ensuite, on sait aussi que la conférence des bourgmestres, justement, c'était quelque chose de très masculin, avec uniquement Cécile Jodogne de Scarbeck et Catherine Moreau qui étaient, et puis Mariam Elamidine qui est arrivée. Vous pensez que ça peut changer aussi la dynamique de vous avoir vous et puis d'avoir Sophie De Vos également? Je pense qu'effectivement, une femme n'est pas un homme.
On a chacun nos qualités, nos défauts, et je ne vais pas verser dans les caricatures des qualités, des défauts des uns et des autres, mais il y a peut-être des sensibilités qui sont différentes, et donc je suis ravie de venir grossir le rang féminin au sein de la conférence des bourgmestres, effectivement. Il y aura peut-être des complicités qui vont se former, et nous espérons de la sorte de donner envie aux femmes de plus s'investir en politique, et aussi de rêver à arriver là où elles auraient envie de l'être et ne pas se dire que c'est toujours encore un milieu vraiment dominé par les hommes. Et par les élections, pas paraître désignée comme étant la successeuse, la successrice. Oui. Je ne sais pas ce qu'on doit dire. Oui, je ne sais pas. Successeur, voilà. Alors à ce niveau-là, je suis doublement contente et heureuse, et je voudrais remercier d'une part les Gettois et les Gettoises qui m'ont vraiment plébiscité en 2018 avec un score inégalé. Jamais quelqu'un qui n'était pas tête de liste avait fait plus de 2000 voix à Gette. Et par ailleurs, j'ai cette légitimité aussi, et elle est importante, de la liste du bourgmestre de Gette, qui m'a largement soutenue cette semaine pour être désigné à la fois chef de file de la commune, aussi de la majorité, je viendrai à votre deuxième question, votre première question, de la majorité et de mon mouvement. Et donc c'est effectivement un triple challenge. C'est plus que 2 ans pour mener à bien toute une série de dossiers. C'est mener la majorité et c'est gagner les élections avec la liste du bourgmestre de Gette, puisque c'est l'ADN de la liste du bourgmestre de Gette. Mais rassurez, la liste de la bourgmestre, oui, du bourgmestre, à réfléchir. Vous voyez, il y a encore du chemin à faire, mais j'y m'attelle avec beaucoup d'enthousiasme et tout est posé, tout est en place pour continuer, en tout cas, à ce que la liste du bourgmestre de Gette marque de son empreinte cette belle commune de Gette. Même question pour Jean-Paul Van Atem. Est-ce qu'il y aura une liste du bourgmestre qui sera comme celle qui est aujourd'hui dans la majorité aux prochaines communales ? On a gagné les élections avec une liste qui s'appelait Progansoren, qui était une liste de rassemblement, mais qui quelque part équivaut à une liste de bourgmestre, puisque les indépendants, des francophones, des néerlandophones. Donc, moi, je suis surtout focalisé, avant de voir et d'anticiper les prochains résultats des uns et des autres, d'une image collective. Ça veut dire que le collège, comme le nom l'indique, les décisions sont collégiales. Et je veux être garant d'une homogénéité et d'un message collectif. Viendra un moment donné où on fera le bilan des uns et des autres et l'électeur tranchera, mais je ne veux pas à ce stade-ci focaliser les attentions sur le nom de personne. Le collège est collégial, il doit pouvoir avancer ensemble et pouvoir être soudé. Donc on ne parle pas encore de liste du bourgmestre. C'est une réflexion, mais donc je serai bien sûr tête de liste de la liste Progansoren ou de la liste du bourgmestre, qui sera en toute hypothèse une liste qui aura vocation à rassembler et une liste d'ouverture. Et Pierre Compagnie sera sur la liste ? Ah, moi je le souhaite. Oui. Je le souhaite parce que, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a tout à fait encore beaucoup de choses à nous apporter. Donc comptez sur lui. Hervé Doyen sera sur la liste de la bourgmestre ? Dans le même sens, il sera là avec nous, il ne nous quitte pas complètement, comme je vous l'ai dit. Et donc, nous serons unis ensemble pour gagner les élections. Ils sont parfaits, ces futurs bourgmestres. Ils disent du bien de l'ancien, c'est génial. Il y a eu d'autres cas où ça ne s'est pas passé aussi bien. Je voudrais... tout à l'heure, j'ai dit que Claire Van de Vivereux avait un hobby, c'est même plus qu'un hobby, elle est romancière, elle a déjà sorti des romans. Le dernier, là, c'est Une alchimie inattendue, ce sont des destins croisés à Gette. Et pour vous, c'est l'occasion d'un peu parler de votre commune, hein, parce que bon, il y a toute une histoire rocambolesque, je ne vais pas revenir sur tous les personnages qui se retrouvent dans cette histoire, mais surtout, ça se passe à Gette. Il y a même un reportage de BX1 dans le roman, donc vous êtes vraiment ancré localement, même dans vos romans. Et pourtant, c'est édité en France. Alors, mon éditeur est français parce que mon premier roman... Alors, je suis, comme dirait Éric Emmanuel Schmitt, une écrivaine du dimanche. Donc, c'est un loisir. Hein, ma profession, je suis à 100% au niveau de mon mandat à Gette. Donc, ici, c'est vraiment par plaisir. Et j'aime la plume, j'aime écrire. Vous n'êtes pas le seul bourgmestre à écrire. Willy de Courty écrit. Philippe Bourreau écrivait aussi. Donc, vous n'êtes pas la seule. Vous êtes sur une piste tout à fait normale. Oui, je pense que dans les mois qui viennent, j'aurai peut-être d'autres chats à fouetter. On verra pour l'avenir. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on a une histoire en tête, il faut un décor. Alors, le premier décor dans mon premier roman, c'était le Mont-Saint-Michel. J'ai de la famille là-bas et cet endroit m'a fort inspirée. Pour cette histoire ici, elle aurait pu se passer ailleurs. Et effectivement, mon cœur étant à Gette, étant 100% à Gette impliqué,
j'avais envie d'avoir ce décor de Jette. Ce n'est pas le fond de l'histoire, mais ça se passe dans un restaurant, absolument. Voilà, ça ferait plaisir à Jean-Paul Van Hatem. Les Jettois et les Jettoises devraient sans doute le reconnaître. Et donc, il y a, le Landerneau un peu Jettois, mais ce n'est pas politique. Hein. C'est vraiment une histoire humaine. À travers, Mais ce n'est pas un roman à clé. Hein. On ne doit pas essayer de chercher Hervé Doyen ou d'autres dans ce roman. Jean-Paul Van Hatem, vous, quel est votre hobby? Parce que j'ai un peu regardé, je ne trouve rien. Vous avez l'air d'être un homme très secret, Jean-Paul Van Hatem. Moi, quand j'en ai l'occasion, le dimanche, je fais mes 100-120 km de vélo. Voilà, je suis passionné de vélo et donc ça permet de découvrir énormément de paysages, d'avoir une vue très différente qu'en voiture ou comme piéton, et de se dire aussi qu'il y a une série de réaménagements qui sont tout à fait nécessaires. On aura l'occasion d'en parler. Alors, je vous propose de déjà vous projeter pour la soirée de Noël, le réveillon de Noël, et je vais vous proposer 5 sujets qu'il ne faudra surtout pas aborder lors du repas de Noël, parce que ça risque de cliver un peu tous les invités. On ne parlera pas... la vaccination, c'est clair que ça, c'est un sujet qui peut cliver, mais je ne l'ai même pas mis dans les 5. J'en ai trouvé 5 autres. Je vous propose d'en choisir un parmi ces 5-là. Tout d'abord, nous avons PPDA. Par le PPDA, Nicolas Hulot, enfin, vous pouvez en citer plusieurs. Ou alors parler du foie gras. Et est-ce que vraiment le foie gras, est-ce qu'il faut en manger au réveillon? Ou alors Uber ou les taxis? Ça, c'est aussi un bon débat de repas. L'écriture inclusive, qui est pour Riel, qui est pour il, qui est pour elle. Et enfin, ça c'est l'éternel débat des repas de Noël de ces 20 dernières années, les inscriptions en secondaire, le fameux décret inscription. Alors, que choisissez-vous? On va commencer par Claire Van de Vivereux. Quel est le sujet que vous voulez vraiment éviter au repas de Noël? Dites-le maintenant, comme ça, tous ceux qui viendront, qui passeront Noël avec vous, sauront qu'il ne faudra pas en parler. Qu'il faut vraiment éviter. Alors, a priori, aucun, parce que moi, je peux parler de tout, et je crois qu'il y a moyen de parler de tout sans commencer à s'exciter. Hein. D'accord. Peut-être pas vous, mais d'autres personnes qui seront à table. Si je vois les autres personnes. Alors, le sujet sensible, on va dire le foie gras. J'essaye de ne plus manger de foie gras quand je vois les conditions. J'ai essayé le pseudo foie gras de Gaïa. C'est pas top, mais c'est compliqué parce que le foie gras, il est bon, mais quand on voit les conditions, la plupart du temps, les conditions dans lesquelles il est fabriqué, je trouve qu'on doit quand même aussi être sensible à... Et si je parlais du sujet à éviter, pas spécialement du contenu du sujet, mais vous en avez parlé, c'est très bien, je ne voulais pas entamer un débat. Mais bon, ok, le sujet évité pour vous, c'est celui-là. Et vous, Jean-Paul Van Hatem? Mais plutôt les inscriptions en secondaire, ça fait des années que, à chaque rentrée, que ce soit dans toute une série de réseaux, ça n'est pas solutionné. Et donc c'est un peu, c'est un peu du répétitif et c'est un petit peu barbant. Je suis aucun tabou par contre pour aborder les autres sujets. Très bien, on va passer à nos têtes d'affiche. Je vous propose des portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Claire Van de Vivereux. Je vous propose Anna von Hauswolf, une organiste suédoise qui était menacée par des intégristes cette semaine. Catherine de Brucker, nommée première médiatrice bruxelloise. Ou Renaud Wittmer, qui va quitter Netis pour diriger les hôpitaux universitaires de Bruxelles. Ah non, lui, c'est Yannick Agnel, nageur français mis en examen pour viol sur mineur de 13 ans. Ça, c'est un autre type d'affaire. Qui choisissez-vous? Anna, Catherine, Renaud ou Yannick? Avec beaucoup de gravité, je vais prendre Yannick. Mais je vais prendre Yannick par rapport au sujet. Par rapport au sujet, je suis échevine de l'égalité des chances maintenant depuis plus de 15 ans. Et les violences conjugales, les violences familiales, le harcèlement, la domination encore trop présente du pouvoir et les agressions qui ont encore lieu beaucoup trop maintenant doivent vraiment être une priorité pour le monde politique. On en parle, il y a des mouvements, enfin la parole se libère, c'est une bonne chose, mais il y a un travail à faire à tous les niveaux. Au niveau de la police, il y a encore trop d'accueils qui ne se font pas
dans les règles, avec bienveillance. Et ça s'apprend. Donc il faut vraiment travailler ça. Il faut aussi un suivi au niveau du tribunal. Il faut que tous les chaînons de la chaîne soient attentifs, à la fois pour que ça se produise moins, et en même temps que quand il y a des prédateurs, ils soient convenablement poursuivis. Alors vous, Jean-Paul Van Latem, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Marie Dara, championne d'Europe de slam. Laurence Bovy, qui est maintenant à la tête de la SFPI, portefeuille fédéral, en plus de Vivaquois. Sarkis Simonian, qui est organisateur de la marche pour la liberté de demain. Ou Max Verstappen, le belgo-néerlandais, devenu champion du monde de Formule 1. Qui choisissez-vous? Marie, Laurence, Sarkis ou Max? Je vais prendre Max. Le sportif. Le sportif. Ouais. Parce que voilà, c'est toujours un message positif et de sérénité. Et donc, dans la société dans laquelle on vit, moi, j'encourage. Même si ça pollue beaucoup, les Formule 1? Oui, effectivement, ça pollue beaucoup. Mais donc, ça nécessite quand même une concentration extrême. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi? Et on va commencer par vous, Jean-Paul Van Latem. Vous en choisissez une. Tout d'abord, les pulls de Noël. C'est vraiment une espèce d'obligation cette semaine, c'était vendredi. La pénurie de box de vélo. En région bruxelloise, il y a une forte liste d'attente. Les 10 000 logements inoccupés, pratiquement jusqu'à peut-être 26 000 logements qui seraient libres. La corruption dans le foot belge, avec le scandale de la semaine, et les tornades historiques au Kentucky, aux États-Unis, qui ont fait disparaître carrément des villes de la carte. Alors, qu'est-ce qui vous a je vais commencer énervé? par ce qui m'énerve, c'est évidemment les 10 000 immeubles inoccupés. Donc, on a 54 000 Bruxellois qui sont aujourd'hui en attente d'un logement. Il y a toute une série... D'un logement social, en tout cas. D'un logement social, il y a toute une série, et tous les acteurs se mobilisent, que ce soit au niveau communal, régional ou autre, pour créer des incitants dans de nouvelles constructions. Mais le point de départ, c'est, me semble-t-il, le bâti existant. Et donc, se dire qu'il y a du bâti existant qui n'est pas occupé en connaissant un certain nombre de Bruxellois qui sont en détresse, c'est évidemment énervant et inacceptable. Et ce qui me ravit... Non, juste une chose, ça suffit. Voilà. Justement, sur le logement, Yvan Vandenberg, vous aviez une petite question dérangeante pour nos deux invités, là. Donc d'abord pour Jean-Paul Van Latem. Les 10 000 immeubles occupés, c'est des immeubles. Si on compte le logement, on est près de 20 000. Et notamment, les communes sont en charge de repérer ces immeubles abandonnés. Vous avez même des subsides de l'ordre de 25 000 euros annuellement pour faire ce travail. Et pour les 19 communes, il y a 3 communes qui ont rentré une liste, mais aucune de vous deux. Ah non. Alors, vous n'avez pas d'immeuble abandonné chez vous ou vous n'avez pas fait le travail? On a recensé dans ma commune 300 biens potentiellement inoccupés, parce que c'est à vérifier. Et donc, on a une convention avec l'Observatoire du logement depuis 2017. Et donc, maintenant, il y a un projet pour que la région reprenne cette matière. Mais on a quelqu'un qui régulièrement check tant les listes venant de Sibelga ou du Vaquois pour évidemment s'apercevoir s'il y a encore des arrivées d'électricité ou d'eau pour justement traquer les logements inoccupés. Parce que c'est véritablement un fléau et ça n'est pas acceptable. Parce que d'un côté, vous avez des personnes qui sont dans des délais d'attente de 10 à 15 ans pour un logement et savoir que des logements sont vides ou inoccupés, ce n'est pas acceptable. Et donc, je peux vous dire que ma commune a plus de 300 logements potentiellement inoccupés, qu'on a transmis cette liste à la région et que d'ailleurs, la région nous est déjà revenue parce que quand l'amende est dressée, un pourcentage revient, mais ce n'est pas le but final de gagner de l'argent. Mais en tout cas, le mécanisme, il est enclenché et c'est une véritable priorité. Agit, est-ce que vous êtes au courant? C'est pas nécessairement votre matière, hein, que les ventes de Vivereux, c'était pas un piège ici. Est-ce que la lutte contre ces logements inoccupés est aussi à l'ordre du jour chez vous? C'est non seulement à l'ordre du jour, mais on s'y attaque depuis des années et des années avec une cellule et qui est sur base, le travail se fait sur base d'un règlement contre les immeubles inoccupés et abandonnés. Et donc nous avons chaque année des taxations, mais ça se compte en milliers et milliers d'euros.
Et nous avons parfois, encore le collège précédent, une audition d'un monsieur qui explique qu'il rénove lui-même sa maison, cette maison, et que ça prend du temps. Et donc parfois, on essaie d'être conciliant parce que c'est pas toujours un entrepreneur qui vient et qui rénove. Et ceux qui n'entreprennent pas de démarche, on les taxe année après année. Mais est-ce donc, que la taxe les décourage ? Est-ce que la taxe les pousse à mettre sur le marché du logement et des loyers leurs biens ? Parce que c'est ça le but, hein. Et c'est ça notre but. Donc parfois, oui, très clairement, je vous dis, ça se compte en millions d'euros. Et donc quand quelqu'un vient en disant, écoutez, pour telle et telle raison, oui, ça a pris 3 ans, mais on peut parfois l'expliquer, problème de l'entrepreneur, problème de... Et donc nous, notre objectif, c'est que ce soit occupé. Et donc à partir du moment où on se rend compte que le règlement, eh bien, effectivement, il a servi, il a permis à remettre le bien sur le marché, à ce moment-là, on peut arrêter de taxer. Vous pouvez lever la taxe. Alors, répondez-vous sur ce qui vous énerve ou ce qui vous ravirait dans ces infos. Donc, en ne prenant plus les immeubles, évidemment, parce que ça, on en a parlé. Oh, je dirais la corruption dans le foot belge. Alors, je ne suis pas une pro-foot, sauf quand les Diables Rouges sont en huitième quart de finale de l'Euro ou du Mondial. Mais ça donne vraiment pas une bonne image du sport, et surtout pas pour tous ces jeunes qui jouent au football, et qui voient leurs équipes et qui se rendent compte qu'il y a de la corruption et du jeu qui est truqué. Vraiment, je trouve ça particulièrement triste. Alors, l'espace public, qu'en fait-on ? Comment le fait-on évoluer ? Comment faut-il l'entretenir ? Fix My Street permet de signaler les réparations à effectuer. On vient d'étendre le système aux dispositifs destinés aux personnes à mobilité réduite. Reportage. Sur son fauteuil roulant, Nino tente de rejoindre ce trottoir. Et pour y arriver, il a besoin d'une assistance. Pour les personnes à mobilité réduite, traverser une route n'est pas sans danger. Ce qui est très dangereux, en fait, c'est qu'on risque de ne pas savoir passer de l'autre côté de la traversée piétonne et de devoir faire demi-tour en plein milieu avec le trafic qui continue, lui, à circuler. Passer cet obstacle tout seul, lorsqu'on est en chaise roulante, ça dépend des capacités de chacun. Des personnes qui, de manière acrobatique, vont pouvoir peut-être se mettre en wheeling et passer la bordure. Ça n'empêche que ça fait un coup dans le dos, que c'est dangereux et que c'est un risque de chute. Des obstacles comme cette bordure trop haute ou encore ce trottoir endommagé, Nino en rencontre tous les jours sur les voiries bruxelloises. Mais désormais, via l'application Fix My Street, il peut les signaler photo à l'appui auprès de Bruxelles Mobilité. Je vais sélectionner le type d'incident. Donc là, on est sur un incident de type de voirie avec passage piéton et une bordure à abaisser. Ensuite, je vais positionner l'endroit du problème sur la carte. Pour le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, ces nouveaux signalements vont faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Jusqu'ici, si on pouvait déjà faire des signalements et on le faisait, on ne pouvait pas encore signaler un besoin d'abaisser un trottoir ou ajouter une demande pour des dalles tactiles ou signaler que des dalles tactiles sont mal placées ou défectueuses, ou par exemple aussi par rapport au feu sonore, il n'y avait rien qui était prévu jusqu'ici dans l'application. En 2020, plus de 70 000 incidents ont été signalés via l'application Fix My Street, avec un délai de réparation estimé à 3 semaines. Alors ces fameuses réparations avec Fix My Street, c'est vrai que c'est important. Est-ce que ça a permis d'améliorer l'espace public, Claire Van de Vivereux, de manière générale, hein? Alors très clairement, c'est un outil qui est intégré et qui permet à la fois aux impétrants, aux communes ou à la région de réagir quand il y a des problèmes dans l'espace public. Et je me réjouis qu'ils vont étendre l'application aussi par rapport à tout ce qui est accessibilité, à la fois pour les piétons, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Parce qu'encore trop souvent de nos jours, à la fois il y a des problèmes ponctuels, mais aussi, et je voudrais le souligner, on rénove encore des voiries sans avoir une accessibilité totale. Je vais prendre un exemple. La voirie régionale, l'avenue de l'Exposition, qui a été refaite dans le cadre du tram 9, eh bien, quand je prends mon vélo pour aller dans ta piscine Jean-Paul et que je traverse les passages piétons, je me retrouve avec 2 cm. À la fois, alors avec le vélo, c'est descendre, c'est remonter. Vous imaginez, en chaise roulante. Et donc, quand on se rend compte de la difficulté des personnes à pouvoir se mouvoir dans un espace public qui n'est pas tout à fait accessible, c'est vraiment terrible. J'ai invité mes collègues et on l'a fait, tous mes collègues du collège et tous les directeurs et directrices de l'administration, de faire un parcours d'obstacles, une promenade d'Angette en chaise roulante,
les yeux bandés et aussi les oreilles bouchées, et vous vous rendez compte des difficultés. Et donc, à Jette, on a changé notre paradigme. On est labellisé Handy City 3 étoiles. Notre paradigme, c'est quoi? Ce n'est pas la chaise qui crée le handicap. C'est en fait l'environnement inadapté qui crée le handicap. Si vous avez des trottoirs plein pied, eh bien, il n'y a plus de handicap. Et donc, nous, à Jette, on dépasse les normes du règlement régional d'urbanisme. Quand il y a des trottoirs traversants, on tâche qu'ils soient de plein pied. Oui. Et aussi, tous les carrefours sont marqués avec des dalles podotactiles pour permettre de se guider. Et donc, c'est vraiment important. Et j'espère que demain, on pourra aller à la piscine, avenue de l'Exposition, à Gansoren, en chaise roulante, de plein pied. Alors bon, Jean-Paul Van Natem, je suppose que vous êtes d'accord avec ces dispositions-là, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un problème de qualité de ce qu'on met sur l'espace public, de qualité de la pierre, de qualité des revêtements, qui fait qu'on se rend compte qu'après quelques années, il faut déjà tout remplacer? Est-ce que vous avez constaté ça chez vous? Oui, mais je voudrais quand même un tout petit peu réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut se féliciter de cette extension. Dans ma commune, elle est fort utilisée également par les gardiens de la paix, puisqu'ils ont vocation à sillonner sur l'ensemble du territoire, et donc eux-mêmes prennent des photos et font remonter l'information. La commune travaille avec cette application depuis 2013, sa naissance. En fait, c'est un gain de temps énorme, puisque vous lui envoyez un mail, d'écrire, etc. Le service travaux prend connaissance, fait un bon travail, et on peut imaginer que dans l'absolu, les travaux se font dans un délai très court. Donc, c'est quand même important aussi pour les habitants de savoir que c'est pris en charge. Vous avez ce sentiment qu'il y a un suivi, que c'est pris en main, etc. Que parfois vous écrivez et on ne vous répond jamais dans toute une série d'administrations. Donc, le concept, vraiment, il est intéressant. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, au niveau des matériaux, on s'aperçoit parfois que des erreurs ont été commises. D'où l'importance, dans toute une série de cahiers des charges, de vraiment s'entourer de professionnels. La qualité d'un cahier des charges fait qu'à un moment donné, vous exposez à de mauvaises surprises, vous évitez les mauvaises surprises. Et donc, on a dans nos communes la chance d'avoir des cellules marché public qui véritablement se posent des bonnes questions sur le long terme. Pareil, quand vous devez remplacer, je suis vice-président de société de logement, on a placé il y a quelques années un certain nombre de châssis, etc. Moins de 10 ans après, vous ne savez plus fermer une porte et on vous dit, oui, mais la pièce, elle vient de Chine ou elle vient de là. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut avoir une vision de pouvoir se projeter dans l'avenir et se dire, je passe commande pour tel et tel type de travaux et demain, je pourrai en assumer. Mais pour ça, c'est parfois des matériaux qui coûtent un peu plus cher. Oui, mais et quand on essaye chaque fois d'avoir le moins cher, le moins quel est le disant. bon calcul et quelle est la vraie économie si c'est pour du long terme? Je pense que c'est intéressant plutôt que d'avoir des visions à court terme et avec tout ce que ça engendre comme désagrément à un moment donné. Claire Van de Viveren? Oui, effectivement, nous avons un petit débat justement maintenant entre nos deux grandes places, la place Astrid et la place Cardinal-Mercier. Nous allons rénover totalement la rue Léon-Théodore qui rejoint ces deux axes où se trouve le tram. Donc c'est un chantier de la STIP. On va refaire de façade à façade et nous voudrions que les pavés soient des pavés à l'instar de ce qui a été réalisé place Astrid. Coût supplémentaire 500 000 €. Voilà. Et donc, ce sont des choix que nous sommes amenés à faire, effectivement. Et ça, ce sera à charge de la commune. C'est très bien. Ça va nous mener à notre débat suivant, puisqu'on va parler des finances communales. Et tout d'abord, en matière de finances communales, Vanessa Lullier, cette semaine, on a beaucoup parlé au gouvernement bruxellois de frais communaux que sont les taxes de cartes de riverains, les cartes de riverains. Hein, il y a une belle crise au sein du gouvernement où il n'y a pas d'accord pour l'instant entre, d'une part, la ministre de la Mobilité et son partenaire socialiste, en tout cas au sein du gouvernement là-dessus. Ce problème de cartes de riverains, elles sont différentes un peu partout dans toutes les communes, donc il faut unifier. Ça, c'est le problème du parking, de toute façon, sur Bruxelles depuis longtemps. Même l'arrivée de parking Bruxelles n'a pas fait à cause de l'autonomie communale ou grâce, diront certains, ça va dépendre peut-être du point de vue, mais n'a
pas fait que les tarifs sont devenus uniformes aussi. Donc, et là, pour les cartes de riverains, on voit bien que c'est le cas aussi. On a des communes avec 10 €, d'autres où il n'y en a pas. Enfin, ça dépend un petit peu. Et puis ensuite, de toute façon, là, c'est surtout une erreur de communication de la part du gouvernement aussi, où il n'y a pas de communication entre eux, visiblement. On sort d'abord dans la presse avant de sortir, avant d'en parler au gouvernement. C'est un peu compliqué. Donc, mais la question peut-être, est, pour une commune, on va demander à Jean-Paul Van Atem d'abord, est-ce qu'on peut se dire qu'on va multiplier par 5, par 6 le prix d'une carte de riverain ? Oui, mais vous n'arriverez pas à des montants qui permettront de financer les grands projets structurels. En réalité, pour répondre à votre question, dans les mois et les années à venir, ce qui posera problème de façon structurelle, et c'est déjà enclenché, c'est évidemment l'impact et le financement des pensions. Dans ma commune 2019, c'est 300 000 Mais attendez, avant d'aller au niveau global des finances, je voudrais juste qu'on parle un peu des cartes de riverains. Après, on va venir des finances en général. Sur la carte de riverain, est-ce qu'elle doit être augmentée? Les tarifs démocratiques, il y a eu un débat aussi sur les cartes d'identité. Dans ma commune, c'est 26 €. Je ne pense pas qu'il serait judicieux de demander 100 € pour une carte d'identité. Ça doit rester. Donc, je veux dire, il y a quand même cette notion de service à la population qui pour nous, donc ça veut dire que 60 €, c'est trop, par exemple? Vous trouvez que... C'est pas une question de savoir si c'est trop. Ça ne va pas in fine dans la globalité de votre budget. Oui, ça ne va pas changer grand-chose. Ce sont des prestations qui vont permettre de notre... Il faut essayer de tendre par rapport au coût réel. Et le coût réel, on sait bien sûr qu'il y a des charges en termes de personnel et autres. Mais nous restons aussi des services publics. Avec des prix qui doivent pouvoir être accessibles. Je prends l'exemple, puisque Claire en a parlé tout à l'heure, nous avons une piscine à Ganshorn, où on est à 3,20 €, 3,40 € pour une entrée. Il est évident que si vous souhaitez couvrir les frais de fonctionnement d'un bassin de natation, le ticket, vous devez demander entre 10 et 12 €. Je ne suis pas certain qu'il y aura encore beaucoup de nageurs pour venir nager. Vous demandez plus cher aux Gétois, La piscine, on peut encore se dire que c'est pour la santé de tous, c'est du sport. La voiture, d'accord, elle rend un service, mais on est quand même depuis quelques années maintenant dans une philosophie où on veut diminuer le nombre de voitures à Bruxelles. Y aller par le portefeuille, c'est aussi une manière de diminuer après le nombre de voitures. Et puis de toute façon, je pense que dans vos communes, surtout dans la vôtre, on sait qu'il y a plus d'un ménage sur deux qui n'a pas de voiture à Bruxelles. Je pense que je n'ai pas de souci par rapport à ce que vous dites, mais à un moment donné, il faudra avoir une vue d'ensemble. On nous parle d'une taxe circulation à terme dans les boîtes du gouvernement bruxellois, donc il faut aussi que la population puisse adhérer. Et pour qu'elle adhère, il faut qu'elle ait connaissance de tous les éléments. Alors, c'est pour augmenter ici, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour que vous appreniez dans 6 mois qu'à un moment donné, il y a un nouveau concept par rapport au déplacement. Donc, il faut quand même une vue d'ensemble et pouvoir l'annoncer en un seul package que de venir avec des mesures au coup par coup. On entend toute une série de choses par rapport au financement. C'est trop disparate pour vous. Il faudrait un plan plus global. Me semble-t-il. Si on veut faire adhérer, et c'est important quand on prend des décisions, c'est d'essayer bien évidemment que la population y adhère. Servane de Vivre, chez vous à Gette, comment ça doit se faire, cette carte de riverain? Comment ça doit évoluer? Je pense, par rapport à votre question précise, qu'un peu de cohérence au niveau régional n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'habite une rue qui est à cheval sur Laken, et donc qu'il y ait des différences de tarifs, que ce soit une zone bleue et puis que ce soit payant, donc qu'il y ait une tentative de cohérence avec des seuils que la région propose, avec encore une certaine autonomie communale, je trouve que c'est une bonne idée et que le citoyen pourra un petit peu plus s'y retrouver effectivement. Maintenant, il y a cette volonté de diminuer la place de la voiture dans l'espace public. La région a présenté ses objectifs. Il y a Good Move et on se rend compte que les places sont, entre guillemets, de plus en plus chères. Le nombre de Gétois qui viennent nous dire, pour rentrer, si je rentre le soir à 10 h du soir, je dois faire 3 fois le tour, je dois parfois faire 1 kilomètre. Donc, les places sont devenues chères, c'est une réalité. Et qu'est-ce que vous leur dites alors? Vous leur dites abandonner la voiture? Alors, il y en aura toujours qui ont besoin. Il y en aura toujours qui auront besoin de leur voiture. Voilà. Maintenant, avoir une deuxième ou une troisième voiture, ça, c'est autre chose. Donc, au niveau des tarifs, que pour la deuxième ou la troisième voiture, on monte très fort. Je trouve que quand on a 2 ou 3 voitures, on peut essayer d'avoir un parking pour ne pas avoir sa voiture. Un garage, par exemple. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je voudrais quand même ici dire 2 choses. C'est qu'il faut donner des alternatives
aux personnes pour qu'ils ne prennent plus leur voiture ou qu'ils n'achètent pas une deuxième voiture. Donc il faut continuer à investir dans les transports en commun. Et donc l'idée de gratuité, ça fait moins de sous pour investir dans les transports en commun. Donc il faut vraiment donner des alternatives pour avoir une mobilité pour tout le monde. Et alors la deuxième chose que je voudrais dire, il y aurait bien moins de voitures à Bruxelles s'il n'y avait pas ce parc de voitures de société où on est le pays avec le nombre de voitures de société le plus grand. Et donc on demande aux communes, on presse, on augmente les cartes, mais si au moins le fédéral travailler sur ces voitures de société, je pense qu'on ferait un grand pas en avant vers une société un peu plus durable. Yvan Van den Berg. Écoutez, moi qui m'intéresse au futur de Bruxelles, je vous entends avec intérêt parce que les Bruxellois sont attachés à leur commune. C'est un pouvoir de proximité, on connaît son bourgmestre, etc. Et c'est important. Moi, je suis pour le maintien des communes. Par contre, je suis vraiment d'avis qu'il faut revoir leurs compétences. Pour moi, par exemple, le stationnement, les gares de riverains, ça doit évidemment quitter le niveau communal pour aller à la région. C'est une matière difficile. Les communes proches des habitants essayent de leur faire plaisir aussi. Ce n'est pas des mesures faciles à prendre. Ça doit être au niveau de la région. Le mauvais flic et le gentil flic, enfin le méchant flic et le gentil flic. Mais oui. Le méchant, c'est la région, en l'occurrence. Oui, mais vous savez, là, on parle du stationnement. Pour moi, le stationnement, c'est clair. Il n'y a pas de sens que ça soit moins cher sur le trottoir d'en face parce qu'on est à là. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais on pourrait même dire la même chose pour l'urbanisme. Ça n'a pas de sens que ce soit la commune de Bruxelles-Ville qui gère le bois de la Cambre, qui gère le projet Néo au Ezel. Ce sont des infrastructures d'intérêt régional. Ça ne peut pas rester dans les mains des communes. Alors moi, je crois que les communes, elles sont importantes pour tout ce qui est la proximité, proche des gens. Les poubelles, pour moi, ça doit être ramassées au niveau de la région, comme c'est le cas. La propreté des rues, ce serait mieux que ce soit les communes. Donc je pense que les communes sont importantes, mais qu'il faut revoir à tout prix leurs compétences. Il y en a qui doivent redescendre, il y en a qui doivent remonter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce serait intéressant aussi de profiter de l'occasion de revoir un petit peu les frontières. Il y a des endroits où des situations complètement aberrantes, qui datent de l'histoire, qui datent de l'époque agricole, je dirais. On pourra en profiter un peu, revoir. On a aussi des communes incroyablement petites et d'autres incroyablement grandes. Et donc, pour moi, l'avenir des communes, c'est revoir leurs frontières et surtout revoir leurs compétences, mais certainement pas les supprimer comme certains le demandent. Je voudrais revenir sur le budget, quand même, sur les finances communales, parce que j'ai un peu coupé la parole tout à l'heure à Jean-Paul Van Latem. Il y a le Covid, il y a eu le Covid, encore le Covid. Hein. Ça grève un peu, évidemment, les finances communales. Est-ce que dans votre commune, on a suffisamment de réserves ou bien il va falloir un petit peu passer par des recettes supplémentaires ou très concrètement, des économies supplémentaires? Le premier impact de 2020, on a pu le contenir. Les comptes 21 et où on va en 22, ça reste une inconnue. Donc on s'organise pour trouver des solutions. Maintenant, le diagnostic à Gansoren comme ailleurs, c'est évidemment la revalorisation des agents, décidée par la région, et c'est une très bonne chose, financée à 75%, les 25 autres pourcents à charge de la commune. Et vous allez les trouver, ces 25% restants? Mais ce sera partie de l'exercice, mais ce n'est pas tout. C'est également dans l'accord sectoriel qui est sur la table, la relation des fonctionnaires de police. Ça aura un impact inévitable par rapport à l'ensemble des communes. Et c'est effectivement la crise sanitaire et la crise économique qui fait qu'on aura toute une série d'entrées qui seront bien en deçà de ce qui avait été prévu. Et donc, il se faudra être imaginatif. J'entends par ailleurs que certains considèrent aujourd'hui qu'effectivement, au niveau de la DGC, il y a des disparités, en tout cas, elles n'arrivent pas à équilibrer, il y a des disparités entre communes. Toutes les communes n'ont pas la même enveloppe financière pour pouvoir rendre un certain nombre de services. Ça peut aller de 1 à 3. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il devra y avoir un débat, soit au niveau de la conférence, très certainement le gouvernement bruxellois, mais donc on ne peut pas continuer à demander aux communes qui, ces dernières années, ont de nouveaux métiers et de nouvelles pressions, et d'absorber à elles seules l'ensemble de ce qu'on leur demande, tout en ayant des projets, et on a vocation à les mener. Il me reste qu'une minute pour vous, Claire Van de Vivereux, pour terminer sur ce sujet-là, sur les finances communales. Comment est-ce qu'on voit les choses à Gette? Est-ce qu'il y a moyen de boucler les budgets facilement ou ça va être difficile? Ça devient difficile parce que, comme Jean-Paul l'a dit, les dépenses augmentent.
on nous impose une augmentation de salaire pour les fonctionnaires, c'est bien, on rééquilibre avec Bruxelles, mais on ne nous paye pas complètement cette augmentation, 25% à notre charge. On nous annonce la même chose au niveau de la police. Les pensions, ça n'a échappé à personne, explosent et c'est à charge de la commune. Et en même temps, si les dépenses augmentent, les recettes diminuent. Par exemple, l'impôt sur les personnes physiques, quand le fédéral fait un shift fiscal, ça retombe évidemment avec les centimes additionnels. C'est plutôt une bonne nouvelle pour c'est plutôt une bonne nouvelle pour oui, mais donc ça nous fait des rentrées en moins. Avec la précarité, avec le Covid aussi, ça nous fait des recettes en moins. Donc il y a un gap. Alors nous, du côté de JET, qu'est-ce qu'on fait ? On tâche de contenir les dépenses, on tâche d'optimaliser les recettes et on doit avoir des priorités. Mais on doit arrêter de nous presser comme des citrons et de nous charger sans avoir les recettes qui vont avec. Voilà, parce que nous, comme tout le monde, ce qui nous guide, c'est le bien-être des citoyens. C'est ça qui doit nous guider. Et pour ça, il faut effectivement un budget qui tient la route. Et nous, ce qui nous guide, ce sont les coups de cœur. Alors, Vanessa, vous venez nous parler d'un stand-upper. Oui, tout à fait. Donc, je vous propose de rire un petit peu, ça on a encore le droit de faire, masqué évidemment. Mais donc, d'aller au théâtre de la Toison d'Or pour voir Ino JP. Donc, c'est un jeune homme qui est d'origine rwandaise, mais qui a été adopté dans les années 80 par un couple de lesbiennes dans le Brabant wallon. Et donc, il raconte son histoire avec beaucoup d'humour. Et c'est assez... voilà, c'est bien vu, c'est très piquant. Certains l'ont peut-être vu dans la mini-série Les Anonymes. Et donc là, c'est vraiment son histoire. Et il parle aussi d'autres choses. Et donc voilà, c'est assez chouette. C'est donc jusqu'au 8 janvier, il y a eu des dates qui ont été rajoutées au Théâtre de la Toison d'Or. Et vous pouvez aussi passer le 31 avec lui jusqu'à 23h. Yvan, vous, c'est avec un film que vous comptez passer le 31 ? Oui, moi, non pas nécessairement. Mais je dirais, on a entendu tout le monde à propos du Covid, les scientifiques, les politiques, la population, mais on n'a pas encore entendu le virus. Et là, le film que je vous propose de voir, qui s'appelle « Un grain de sable dans la machine », c'est le virus qui prend la parole. Il dit, il n'a ni queue ni tête, il n'est même pas un microbe, c'est juste un petit bout de programme là, et ça a bouleversé nos vies. Et c'est le virus qui parle, ça dure 1h15, vous tapez sur votre navigateur un grain de sable dans la machine et vous avez accès au film gratuitement. Voilà, c'est Alain Dehalleux qui a réalisé ce film. Moi, je désire rapidement vous parler des surligneurs. Ce sont des étudiants en droit ou d'ex-étudiants en droit qui ont décidé de légal-checker le discours politique, c'est-à-dire de vérifier la légalité de certains propos politiques. Ainsi, ils épinglent des bourgmestres, l'ex-juge Hénard, la députée Jadin, sur des déclarations infondées en matière juridique. L'adresse lessurligneurs.eu. C'est un collectif qui existe déjà en France. Merci à tous, experts, invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un expert spécial bilan de fin d'année avec des philosophes. Au revoir, bon week-end.